Les enjeux des matins d'été nous emmènent en Syrie où l'horizon semble s'éclaircir. Les États-Unis ont annoncé hier soir qu'ils allaient retirer le pays de leur liste noire des pays accusés de soutenir le terrorisme, classification qui limitait les investissements dans le pays. La Syrie, où Emmanuel Macron vient de passer 24 heures, premier dirigeant occidental à s'y rendre depuis la chute de Bachar al-Assad en 2024. Une visite marquée par une attaque terroriste dans le quartier de l'hôtel où il était descendu. Ça n'a pas empêché le président français de plaider en faveur d'une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Alors qu'en est-il réellement, alors que les procès se poursuivent contre le régime de Bachar al-Assad et que la reconstruction du pays se fait attendre? Beaucoup de questions pour Manon Nourtanouz. Bonjour à vous. Bonjour. Professeure des universités à Paris 8, rattachée à l'IFG donc et chercheuse au Collège de France. Après la crise du détroit d'Ormuz à laquelle nous avons tous assisté cette année, le monde a pris conscience de l'importance de disposer de voies de navigation sûres et stables. On souligne ici l'importance de la géographie de la Syrie qui joue un rôle vital de carrefour incontournable des corridors mondiaux. Et nous voulons que la France soit notre premier partenaire dans ce parcours. La déclaration d'Ahmed El-Shara, le Syrien, lors de la visite d'Emmanuel Macron ces dernières heures, c'était le 7 juillet précisément. Ça vous surprend, Manon Nourtanouz, qu'Emmanuel Macron soit le premier chef d'État occidental à se rendre dans la Syrie de l'après-Bachar, ou est-ce que c'est dans la logique des choses? Alors effectivement, c'est dans la logique des choses. C'était assez attendu au vu de la position de la France depuis la chute de Bachar el-Assad. On se souvient qu'au mois de février 2025, la France avait déjà envoyé son ministre des Affaires étrangères très tôt parmi les premiers ministres occidentaux, avec cette anecdote où le ministre avait ouvert physiquement le bâtiment de l'ambassade et on avait vu dans le bureau de l'ambassadeur la photo présidentielle, en l'occurrence celle de Nicolas Sarkozy, parce que tout s'était interrompu depuis lors. Donc il y a effectivement cette volonté de parier sur le pouvoir syrien actuel, et tout ça serait inscrit aussi, c'est la deuxième raison pour laquelle ça m'étonne pas, serait inscrit dans un temps long des relations franco-syriennes où la France est très regardée en fait sur le dossier syrien, sert un peu de boussole notamment aux Européens sur le positionnement à adopter à l'égard de la Syrie, et en balayant rapidement la période contemporaine, on se souvient que ça avait été le rôle de Jacques Chirac à son élection de relancer avec la Syrie. Il s'était rendu à Damas en 96. Il avait été le seul dirigeant occidental à se rendre aux obsèques d'Assad en 2000. Ensuite, il y avait une rupture importante des relations franco-syriennes. Puis Nicolas Sarkozy avait aussi eu ce rôle de relancer, de reprendre le chemin vers Damas. Donc, en impulsant à chaque fois auprès des Européens notamment, et un peu des Américains, même s'ils ont leur propre agenda, cette idée de savoir si la Syrie est fréquentable ou non, à quel moment elle l'est ou non. Et je pense que c'est aussi dans ce temps long des relations franco-syriennes que s'inscrit cette visite, même si tout est différent par ailleurs, puisqu'il y a eu la chute du régime, que la Syrie joue un rôle régional totalement différent, et qu'on ne parie plus sur elle pour limiter sa nuisance, qui était un peu la politique sous les Assad, mais pour essayer de la réintégrer à son environnement régional et international. Ouais, la France a considéré plus longtemps que ses partenaires que la Syrie était fréquentable, manifestement, parce que quand on apprend donc ce matin que les États-Unis retirent la Syrie de leur liste noire des pays accusés de soutenir le terrorisme, et que c'est une classification qui datait de plusieurs dizaines d'années. De quand d'ailleurs exactement? Parce que la France, donc à 1979. Ouais. 1979, la France avait opté pour une poursuite de ces relations malgré ce classement qui devait déjà, qui aurait pu amener la France à rompre. Oui, oui, la France a toujours essayé d'échapper à ces classements, un peu absolus de terroristes, ou non. Et surtout, elle a, en différentes séquences, vraiment essayé de convaincre, par exemple, au moment de la guerre en Irak menée par Bush en 2003, le rôle de Chirac était de convaincre Bush, alors qu'ils avaient été opposés sur les dossiers moyen-orientaux de manière très forte, qu'il fallait parier sur la Syrie, pour stabiliser la région. Alors il en est très vite revenu, parce qu'ensuite il y a eu des ruptures des relations franco-syriennes, notamment sur le dossier libanais, mais la France a toujours eu ce rôle de considérer
considéré que la Syrie devait être prise en compte, soit pour qu'elle soit la moins nuisible possible, parce que c'était la politique d'Assad d'utiliser les dossiers régionaux pour en fait affirmer sa centralité, soit pour dire, et c'est un peu le discours qu'on a aujourd'hui, que par sa position géographique, par son histoire, elle doit être un hub, un carrefour, et qu'on ne peut pas faire sans elle. Et tout ça, justifie aussi des ambitions, de peser sur la relance économique. C'est Mmh. aussi le but de la visite d'Emmanuel Macron, prendre sa part du gâteau de la reconstruction. À un moment où Donald Trump d'ailleurs, a aussi eu un entretien avec le nouvel homme fort syrien hier au sommet de l'OTAN à Ankara. La France espère quel type de marché là-bas? Alors le volet économique est important sans être comment dire? Le plus porteur sur la question syrienne. C'est vrai que la Syrie n'a pas beaucoup de ressources pétrolières, n'est pas capable de financer sa reconstruction, mais malgré tout, effectivement, il y a eu une forte délégation d'hommes d'affaires qui ont accompagné, le président Macron à Damas, avec soit des contrats, soit des protocoles d'accord qui ont pu être signés. Là aussi, dans la continuité de ce qui avait été fait ces derniers mois, par exemple dans le domaine des infrastructures, sur Les le port de routes, Latakia, oui, le port, l'aéroport de Damas, visiblement, c'est un des sujets qui a été discuté, les ponts dans le nord du pays à Idlib, donc c'est plutôt cette question réseau des électrique aussi, infrastructures. ça sera dans la France, Comment? réseau électrique? Probablement, ça c'est une vraie nécessité, des Syriens. Alors après, il y a les pays du Golfe qui se sont aussi engagés sur le domaine de l'électricité, qui est un sujet central pour les Syriens, parce que cette reconstruction, économique, elle a aussi, pour enjeu d'améliorer le quotidien des Syriens, ce qui n'est toujours pas le cas, 1 an et demi après la chute d'Assad, et en l'occurrence sur la question de l'électricité. À Damas, on n'a toujours que quelques heures d'électricité, par jour, et le nouveau pouvoir a cherché à faire reposer cette, distribution d'électricité sur des générateurs privés, en pensant que ça allait être plus efficace, et en fait, ça a fait augmenter considérablement le coût de l'électricité qui a été multiplié par 30 dans certaines localités. Donc il y a aussi cet enjeu pour la reconstruction économique, alors macro, hein, c'est 200 milliards qui sont nécessaires pour reconstruire la Syrie, mais aussi le quotidien des Syriens et toute la question foncière qui est autour de la reconstruction, avec les expropriations, les retours, les déplacements de population. Un Syrien sur 2 avait quitté sa maison Mmh. pendant la guerre. Ils sont Donc, globalement, beaucoup sont revenus là? On en est où des alors, retours? beaucoup sont revenus, mais alors ça dépend aussi des législations des différents pays. Par exemple, les réfugiés ont du mal à revenir de peur de perdre leur statut de réfugié dans le pays où ils étaient. Mais malgré tout, il y a une Ça volonté, concerne quel pays quand vous dites ça? alors ça avait été le cas de la France, mais qui avait adopté un processus dérogatoire en disant que le retour des Syriens réfugiés qui avaient le statut de réfugiés en Syrie ne leur faisait pas perdre leur statut de réfugié, leur permettait de revenir en France. Mais il y a une sorte de défaut de confiance qui ont fait que beaucoup de Syriens ont quand même choisi de ne pas rentrer, malgré cette garantie. On sait estimer le nombre de retours, depuis la chute de Bachar? Alors on a du côté turc, il y avait eu, des retours assez importants. J'ai plus le chiffre en tête, mais par exemple, la Turquie avait permis, aux chefs de famille de retourner, alors il y a pas de statut de réfugié, donc ça se pose pas en ces termes-là, aux chefs de famille de retourner 3 fois en Syrie pour préparer le retour de la famille. Mais en fait, c'est difficile à évaluer parce que parfois, les familles restent dans le pays. Un membre de la famille rentre en Syrie pour commencer à préparer le retour, ou commence à investir dans la reconstruction d'une maison. Mais ça se fait en fait très Mmh. progressivement. Alors, je le disais, les États-Unis qui vont retirer la Syrie de cette liste noire des pays accusés de soutenir le terrorisme, liste qui datait de plusieurs dizaines d'années, vous avez dit 79, et qui limitait les investissements dans le pays. C'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui en a officiellement informé le Congrès américain hier, et ce sera effectif dans 45 jours. C'est un vrai poumon, enfin une vraie ouverture, un vrai poumon d'oxygène pour les Syriens, ça. Oui, alors symboliquement, c'est extrêmement important, et surtout en pratique, ça va permettre à la Syrie de se rebrancher au système international. Ce qui, malgré la levée des sanctions, malgré la sortie de la liste terroriste des dirigeants syriens actuels, la relance économique n'a pas eu lieu, la relance de l'industrie productive n'a pas eu lieu. Donc ça va aussi permettre aux États tiers qui, dans ce contexte où la Syrie était sur la liste des États terroristes,
avait certains freins pour l'investissement. Bon voilà, ça améliore l'environnement, international pour pouvoir, aider la Syrie à se reconstruire. Malgré tout, il reste des difficultés importantes, notamment le contexte, juridique local, où les entreprises ont besoin aussi d'une certaine sécurité. Mais c'est un pas très important. Mais ça veut dire que les Américains ont totalement confiance, en Ahmed al-Shara? Je crois qu'ils font totalement le pari, d'Al-Shara et on l'a vu, sur toute l'année écoulée. On l'a vu dans le traitement de la question, kurde, en janvier dernier où les États-Unis ont soutenu, la reprise de territoires qui étaient sous l'autonomie, kurde et ont fait le pari explicitement, par différentes déclarations que la Syrie devait, recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, qu'elle était un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et donc il faut aussi, l'aider à se reconstruire. Les autres minorités, est-ce qu'il y a une amélioration par rapport aux dernières années? Alors la question minoritaire reste compliquée et pas depuis, 2024. Faut bien voir que cette exacerbation des appartenances communautaires, elle date d'Assad qui avait construit cette alliance des minorités contre la majorité sunnite. Elle date de la guerre qui a vraiment exacerbé ces appartenances, identitaires et là effectivement sur l'année écoulée, en 2025, il y a eu les exactions que l'on connaît sur la côte, dans le sud, donc contre les Alaouites et les Druzes qui sont alors toujours, traités par des déclarations rassurantes à la tête de l'État. Il y a toujours des exactions qui, pour le moment, sont plutôt gérées au niveau local par des médiations, pour éviter que ça ne dégénère, trop. Mais ça reste une question extrêmement sensible. Il y a un procès, et ça nous amènera au procès en Syrie, mais il y a un procès qui vient de se conclure à Vienne, sur un ancien général et un ancien policier syrien qui vivent en Autriche, mais qui ont été condamnés chacun à 8 ans de prison pour, torture à l'encontre de 21 Mmh. opposants. Pour le coup, et la justice donc se penche aussi sur les exactions dont vous parliez contre les Alaouites et les Druzes. Le pouvoir sait quand même qu'il est attendu, là-dessus. Ça nous amène au procès en cours, des proches de Bachar lui-même par contumace. Est-ce qu'on sait comment ça se passe? Ça a débuté en avril, plusieurs membres Alors de son clan qui sont jugés. oui, c'est toute la difficulté du pouvoir actuel de gérer à la fois la justice du très court terme, c'est-à-dire celle que l'on évoquait, juger les responsables des exactions contre Mmh. des minorités, et gérer la justice de plus long terme, c'est-à-dire les crimes commis par Assad et son clan pendant la guerre. Il avance sur les deux fronts. Il avait d'abord donné la priorité à la justice du très court terme. Et là, on voit effectivement se multiplier des procès. Alors là, tout ça ne peut être lu sans avoir conscience de l'extrême faiblesse des infrastructures judiciaires. Effectivement, chaque audience est un peu un test des pratiques judiciaires. Il y a une vraie volonté de montrer cette capacité à juger des crimes. Et effectivement, il est très attendu sur la question des crimes commis par l'entourage d'Assad, par les Syriens, sur la question des crimes commis contre les minorités, par les Syriens et la scène internationale. Mais la limite de ça, c'est l'infrastructure judiciaire qui est extrêmement affaiblie. Avec une surveillance internationale d'une façon ou d'une autre sur cet aspect-là? Oui, oui, une attention très forte. Après, il y a aussi Il n'y a pas un de présence, investissement. étrangère? Au Su procès, je ne sais pas s'il y a sans doute tout un environnement de conseil. Par exemple, il y a des ONG ou des collectifs de victimes, de représentation des intérêts des victimes qui sont très soutenus, très internationalisés aussi par le statut, des Syriens qui ont été en exil pendant la guerre et qui sont revenus avec des réseaux, avec une pratique des normes internationales. Donc tout ça compte. Mais ces associations de victimes, elles ne sont pas centrales dans ces processus. Elles sont assez marginalisées. Merci beaucoup Manon Nour-Tannous, professeure des universités à Paris 8, rattachée à l'IFG et des chercheuse au Collège de France. Merci d'être passée par les studios des matins. Merci. Il est 7h30 sur France Culture.